Bonjour, déjà, bienvenue dans cette journée consacrée à la confiance numérique. Alors, une journée complète de 9h30 à 16h. Je vous rappelle d'ailleurs le programme rapidement, puisque vous avez Fabien Carré-Marionnet qui est là aussi et qui prendra le relais dans la matinée. Ah, et Lucie arrive, donc c'est parfait. Vous voyez. Donc c'est bon, on est bon. Alors on sera un petit peu en retard, on sera un peu en décalé. En tout cas, écoutez, c'est pas grave, je vous rappelle simplement le programme. Rapidement, on parlera dans un premier temps d'identité numérique, de wallet et comment ça va permettre de lutter contre la fraude notamment, mais ça permettra aussi bien d'autres choses, vous allez voir. On enchaînera ensuite à 10h15 avec une session sur la facture électronique, c'est bien ça Fabien? Pas du Ouais. tout. Pas du Sur tout. la signature électronique, le Sur parapheur la et signature électronique, c'est moi qui ai mal lu, c'est moi qui ai mal lu. c'est pas grave. Et la lettre Signature. recommandée électronique. Exact, signature. À 11h, on parlera souveraineté numérique, cloud et cybersécurité. À 11h30, on parlera archivage électronique. Cette fois, je ne me trompe pas, Tout à avec toi, fait. Fabien. On fait une pause. On revient à 14h pour un sujet dont vous avez forcément entendu parler, vous allez entendre parler, c'est la facture électronique et comment faire les bons choix. Et puis, on reviendra à 14h45 sur la fraude documentaire et les techniques de vérification d'identité. Et on terminera par une session intéressante, vous allez voir, à 15h30 sur l'OSINT et le social engineering. Vous allez voir que vous allez apprendre plein de choses. Voilà, alors c'est le même lien pour vous connecter tout au long de la journée, donc vous pouvez rester avec nous tout au long de la journée, hein, ça c'est bien, mais vous pouvez aussi nous quitter et revenir pour les sessions qui vous intéressent. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Fabien, on se retrouve dans... Alors préviens tes intervenants qu'il y aura, à mon avis, 7 minutes de battement. Voilà, on se retrouve d'ici 45 minutes pour la suite de la session. Avec plaisir. Bonne session. Oui, à tout à l'heure. Alors écoutez, démarrons maintenant avec la fraude et faisons un état des lieux de l'identité numérique et du wallet. Alors c'est un sujet qui me passionne en ce moment. Et vous savez que cette année, plus que les autres, hein, la fraude à l'identité, ça n'a quand même plus rien à voir avec les passeports bricolés d'il y a quelques années. Ça se joue maintenant en temps réel avec l'IA générative. Et en une décennie, on est passé des mails de phishing assez maladroits au deepfake, capable d'imiter une voix, capable de prendre un visage, etc. Vous allez voir, je vais vous partager d'ailleurs un article de Regula, qui est un spécialiste de la vérification d'identité, qui explique assez bien comment les différents deepfakes possibles et comment les contrer, les reconnaître. Alors les reconnaître pas forcément, mais en tout cas, vous allez voir qu'il y en a un paquet, je vais vous le partager juste après. Résultat des courses, eh ben, chaque parcours client est un peu devenu une partie d'échec entre les entreprises qui veulent fluidifier l'expérience et puis les fraudeurs qui sont toujours de plus en plus techniciens. Alors, bon, pour répondre à cette menace, on a quoi? Bah, l'Europe déjà vient de franchir un cap un peu historique parce que en fin d'année dernière, un règlement a été adopté qui ouvre l'accès à la puce de nos cartes d'identité aux acteurs privés. Et c'est une petite révolution parce que c'était jusqu'à présent réservé seulement aux seules administrations. Et dans son sillage arrive le wallet européen, donc un portefeuille d'identité numérique interopérable, sécurisé, et donc que nous pourrons piloter nous-mêmes. Et ce wallet, justement, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste un rempart contre la fraude, il offrira de nombreuses possibilités. Alors pour l'instant, on parle des possibilités, parce que pour l'instant, c'est quand même pas une réalité, mais on en parlera avec David et Lucie. Mais juste rapidement, qu'est-ce que vous pourrez faire avec ça et avec votre identité, votre wallet? Bah, vous pourrez faire de l'onboarding express, c'est-à-dire ouvrir un compte bancaire, souscrire à une assurance en 2 clics, sans selfie ni pièce jointe. Vous pourrez payer, c'est-à-dire régler un service en prouvant votre âge ou votre statut dans un même geste. Vous pourrez signer, ça c'est assez intéressant, signer un bail, un contrat d'embauche avec la même valeur légale qu'en face à face, avec un niveau qualifié. Vous pourrez, par exemple, partager uniquement votre date de naissance si vous voulez acheter du vin en ligne sans dévoiler votre adresse et tout le reste. Et puis, bah, finalement, tout ça va peut-être sceller la fin des parcours PVID qui sont quand même souvent un peu lourds. Ça, on en parlera un peu plus avec David. Bon, ouais, finalement, le wallet et l'identité numérique, c'est pas juste lever un bouclier, ça redessine quand même la façon dont on va interagir en ligne et c'est ce qu'on va explorer donc dans ce webinaire
en nous demandant déjà quels enseignements on peut tirer des pionniers nord-européens, ça on le verra avec Lucie, et comment préparer dès maintenant des parcours KYC plus fluides, des paiements, des signatures, et comment s'adapter à cette nouvelle ère. Alors, pour en parler justement, c'est parti. Je suis avec David Emo, qui est directeur général adjoint de la filiale française de Namirial, et Lucie Roulant, qui est Identity Verification Specialist chez Inverid ou Inverid. Je vous laisse chacun présenter rapidement vos entreprises, ce que vous faites, que ceux qui nous écoutent comprennent bien ce que vous faites et votre légitimité sur ce sujet. Alors peut-être Lucie? Commencer David ou je commence? Oui, vas-y Lucie. Okay. Allez, c'est parti. Je travaille pour Inverid, qui est une entreprise néerlandaise. On est 80 personnes réparties sur 3 pays différents. Et on fait une seule chose, c'est qu'on permet à des gens, des clients ou des citoyens de prouver qui ils sont avec la puce dans leur document d'identité. Et moi, je suis sur la partie business development. Voilà. Et je suis très heureuse d'être là avec vous ce matin. Merci beaucoup, Eric, pour l'invitation. Et j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous. Moi, je suis là pour surtout parler, comme tu le disais, Eric, des expérimentations qui ont eu lieu dans le nord de l'Europe avec l'identité numérique. Donc, voilà, la préhistoire du wallet, en fait. Exactement, ce qu'on verra juste après. David? Oui, donc moi je suis directeur général adjoint de la filiale française de Namirial, et je suis également responsable de la business unit onboarding et identité pour le groupe Namirial. Donc le groupe Namirial, c'est un groupe initialement italien qui depuis 20 ans propose à ses clients des solutions dans le domaine de la confiance numérique. Donc c'est avec un éventail très large de solutions. Ça va de la délivrance de certificats notamment qualifiés à l'archivage à valeur probante, en passant par la signature électronique, la vérification d'identité, la facture électronique et le wallet. Voilà, parce qu'on est un des acteurs majeurs en Europe sur cette question-là, notamment à la fois sur la partie technique, donc avec une plateforme dédiée au wallet, donc un propre wallet, mais toute une plateforme dédiée à l'écosystème. On en parlera durant cette présentation, tout l'écosystème qui va autour du wallet, et également sur la partie réglementaire, parce que c'est un gros sujet sur le wallet, sur notamment la partie interopérabilité des wallets en Europe, comment on va initialiser les wallets, comment on va pouvoir échanger des informations, comme tu le disais Eric, voilà, les informations qui seront mise à disposition des usagers au travers de ce wallet, comment on va pouvoir échanger ces informations-là, et aussi comment, on en parlera aussi un petit peu, comment on va pouvoir les monétiser, parce qu'il y a aussi une problématique de business model autour du wallet. Donc voilà, donc Namirial se positionne comme un des acteurs majeurs sur comment dire, la naissance de ce nouveau wallet. Alors donc l'un des pans de ces technologies, c'est évidemment la lutte contre la fraude. Alors je voudrais juste en quelques mots, d'ailleurs je vous partage tout de suite le lien de l'article dont je vous parlais sur les deepfakes. Voilà, vous pourrez aller le consulter après. Mais donc en quelques mots, parce que la fraude c'est un vrai sujet aujourd'hui, il n'y a pas que les deepfakes, mais en regardant un petit peu le cas de l'Estonie, qui est un pays très avancé en termes d'identité numérique, etc., et puis en regardant un petit peu ce qui a été fait autour d'ITSMI, qui est un identifiant numérique déployé en Belgique notamment, je me suis aperçu finalement qu'il n'y avait pas de fraude. C'est-à-dire que les seuls cas de problème, c'était des puces défectueuses sur les cartes d'identité numérique en Estonie, donc qui avaient exposé finalement les propriétaires au risque de vol d'identité, mais c'était les puces qui étaient défectueuses. Il n'y a pas eu de hacking, et il y a eu des campagnes de phishing, de vishing, etc. pour autour d'ITSMI, mais finalement le système en lui-même est visiblement très solide. Et donc il y a des fraudes, mais elles se neutralisent par des bonnes pratiques d'hygiène numérique en gros. Et donc c'est pas la technologie en elle-même et le système le système a l'air vraiment solide. Donc voilà, je voulais juste avoir votre avis. Quel panorama en quelques mots vous dressez de la fraude autour de tout ça, et est-ce que de vos yeux, selon votre avis,
bah, finalement, ces technologies qui ont été déployées déjà ailleurs fonctionnent pour lutter contre la fraude. Et si tu veux démarrer? Il y a pas de, déjà, je commence par, il n'y a pas de solution parfaite contre la fraude. Chaque solution d'identité numérique a ses propres vulnérabilités, particulièrement si on n'a pas une bonne hygiène numérique, tu le disais, Eric. Quant à It's Me, puisque tu en parlais, It's Me en Belgique, pour créer mon It's Me, je dois quand même avoir en possession donc ma carte bancaire et ou bien ma carte nationale d'identité belge à puce. Donc il est vrai qu'il dans ce cas-là, il serait très difficile pour quelqu'un de générer via une IA par exemple un faux document d'identité pour créer un It's Me sur la base d'une fausse identité. C'est juste impossible parce que je ne peux pas recréer une puce physique qui est signée électroniquement par l'État belge. Ça ne marche pas. Donc, il est difficile, en fait, avec It's Me, il serait très difficile avec It's Me de créer It's Me sous une fausse identité. La seule possibilité, ce serait peut-être que je m'empare d'Eric, de ta carte bancaire ou de ta carte d'identité physique. Mais enfin, il faudrait quand même qu'on soit dans le même bureau et c'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Ouais. Ouais. Alors, si je peux compléter, effectivement, parce que alors si on fait un petit état des lieux de la fraude aujourd'hui, déjà, donc la fraude, évidemment, c'est un sujet qui est en augmentation. Voilà, régulièrement sur. Alors, je vais parler du secteur bancaire assurantiel principalement, qui est le secteur qui est le plus exposé. Donc, nous, on mène des études tous les ans. Donc, par exemple, sur la dernière étude qu'on a menée sur le marché du secteur bancaire assurantiel, on parlait du fait que en 2025, on attendait 50 milliards de pertes liées à la fraude sur le secteur bancaire assurantiel, que rien que sur le marché US, en 2024, il y avait pour 12,5 milliards de pertes liées à la fraude. On considère qu'il y a un compte client sur 50, donc environ, donc on parle à peu près de 2%, qui est frauduleux, voilà, en moyenne sur le secteur. Et par exemple, pour revenir sur un sujet qui est un petit peu tendance, le deepfake, on considère qu'il y a une attaque deepfake toutes les 5 minutes en ce moment. C'est le rythme auquel on est arrivé là mi-2025 et avec voilà, si on compare à 2024, on a multiplié ce rythme par un facteur 30. Donc voilà, donc on a vraiment une explosion des attaques par deepfake. Et aujourd'hui, ce qui est préoccupant, on va dire, au niveau de la fraude, c'est qu'on a une fraude qui est une fraude as a service. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur le dark web et acheter des kits de faux documents, acheter des kits d'injection pour injecter des fausses vidéos dans des parcours de KYC. Vous pouvez même cibler de manière très, voilà, vous pouvez acheter le kit pour essayer d'attaquer tel acteur ou tel acteur bancaire. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté, on va dire. C'est ce qui a amené l'IA générative côté fraudeur, hein, c'est d'être capable d'automatiser et de monter à l'échelle, on va dire, la fraude, et de maintenant en faire un vrai service pour les fraudeurs. Ils peuvent acheter sur catalogue comment dirais-je, des outils pour attaquer tel ou tel service. Donc là, la fraude, je parle d'aujourd'hui avec les parcours d'onboarding que l'on a aujourd'hui. Voilà comment la fraude se manifeste. Alors justement, quel enseignement on peut tirer de ce qui a été déjà déployé ailleurs? Alors là, on parle en Norvège de BankID. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous connaissez, mais enfin, jusqu'à Lucie va nous expliquer. En Belgique, bon, on a parlé d'It's Me. Au Royaume-Uni, alors ils ont un système One Login. C'est un peu notre France Connect, j'ai bien l'impression. Et en tout cas, derrière tout ça, il y a Inverid. Alors, quel enseignement, nous, on peut tirer de ce qui a été développé, notamment de BankID, qui me semble assez intéressant? Ok. Alors, BankID, ça date pas d'hier, hein. C'est créé en 2004 en Norvège. Et comment je crée mon BankID, qui est donc l'ancêtre du wallet en Norvège, hein, une forme d'identité numérique un peu préhistorique, quoi. Comment je le crée en 2004?
il faut que j'ai en ma possession donc ma carte bancaire ou ma carte d'identité norvégienne, je me souviens plus. Et en tout cas, il me faut un lecteur puce, donc connecté à un PC. Donc on est quand même sur une expérience utilisateur un peu contraignante sur PC, un lecteur carte externe que peut-être je commande, mais il n'y a pas encore Amazon pour le commander. Enfin bon bref, c'est un peu compliqué. Où je voulais en venir avec ça. Donc, BankID, ça existe déjà en 2004, mais vous voyez, c'est quand même pas à la portée de tout le monde et c'est très statique. Hein. Je suis sur un PC. Et qu'est-ce que je peux faire avec le BankID? Je peux juste me login sur ma banque en ligne. Donc, je peux consulter mes comptes et c'est tout. Et puis, BankID, en Norvège, ça va évoluer peu à peu. Déjà, l'identité va passer sur cette identité numérique-là va passer sur mobile. On va un peu plus tard, je crois en 2007, commencer à stocker l'identité sur une carte SIM sur un mobile, ce qui a des inconvénients dans la mesure où les cartes SIM sont pas toujours très bien protégées. Donc, je pourrais appeler un opérateur et peut-être sous une fausse identité, récupérer la carte SIM de quelqu'un d'autre, ce qui compromet un peu cette identité numérique-là. BankID, ensuite, il migre sur donc, de la carte SIM au téléphone. Et donc, on est sur une identité numérique ensuite bien plus sécurisée. Et non seulement c'est plus sécurisé, mais en plus, ça sert vraiment à quelque chose à terme, parce que les cas d'usage deviennent de plus en plus nombreux. On passe d'un cas d'usage uniquement bancaire, également à des cas d'usage public. Donc, je peux payer mes taxes, je peux tenir un prêt étudiant, enfin, je peux faire tout un tas de choses. Je peux entrer en relation, en fait, avec l'État, ce qui change tout quand même. Et puis, les cas d'usage privés. Mais alors là, en partageant quoi? En partageant simplement ses attributs d'identité ou en pouvant partager d'autres choses? Alors, en partageant ses attributs. Alors, BankID, en fait, avec BankID, je vais partager mes attributs d'identité. Oui, et en fait, je vais partager des attributs d'identité qui sont récupérés depuis un KYC bancaire. En fait, c'est quelque chose que j'ai pas précisé, c'est-à-dire que BankID, comme son nom l'indique peut-être, c'est une association en fait de plusieurs banques norvégiennes qui vous permettent, vous, les utilisateurs, de réutiliser votre KYC bancaire. Donc, en fait, je m'identifie une fois via BankID. BankID communique avec ma banque et ma banque fournit à BankID mon KYC bancaire. Et après, ce KYC peut être partagé via BankID à d'autres entreprises. Des acteurs privés, on peut. Des acteurs privés et l'État. Et l'État, ok. Et ça, donc aujourd'hui, c'est ouvert à toute la population. Enfin, chacun peut avoir son BankID. Mais ça, et justement, en termes de déploiement, est-ce que tu sais si c'est largement déployé ou? Ouais, ça a été un succès, hein, BankID. Alors, en Norvège, aujourd'hui, en 2025, on a à peu près 90% de la population qui a son BankID. Donc, oui, on peut dire que de ce point de vue-là, du point de vue de l'adoption, tant par les utilisateurs que dans si vous voulez, la multiplicité des cas d'usage, on peut dire que c'est un succès. Après, vous, aujourd'hui, vous posez surtout la question de est-ce que c'est safe, est-ce que ça arrête la fraude? Je dirais que oui, quand même, parce que par exemple, pour un attaqueur, comment on dit en français? Pour un hacker, voilà. Un cybercriminel. Pour un cybercriminel qui, Eric, voudrait vous prendre votre BankID, il faudrait quand même que j'appelle le service client de BankID et que j'ai en ma possession votre passeport à puce ou votre carte d'identité à puce et que je puisse donc valider cette puce physique. Donc, je peux pas créer votre document d'identité avec ChatGPT. Et il faudrait que j'ai un deepfake assez convaincant pour récupérer votre banque ID.
Oui, donc c'est assez efficace. Et pareil, en Italie, David, l'Italie a été un peu plus mature, un peu plus précurseur que la France aussi sur ce marché. D'ailleurs, Namirial est l'un des opérateurs qui émet et gère l'identité numérique des Italiens, et ça depuis un petit moment. Tout à fait. Oui, alors c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait le même schéma que Bank ID. Comme disait Lucie, Bank ID, on vient du KYC bancaire. Le SPID en Italie, qui est donc l'identité numérique régalienne italienne, c'est venu d'une réforme de modernisation de l'État italien en 2016. Et donc là, l'idée, c'était de fournir à chaque citoyen italien une identité numérique qui puisse lui permettre d'accéder à des services publics. Donc des services publics qui soient des services municipaux, régionaux, nationaux. Donc ça va être tout ce qui va être inscription des enfants à l'école, inscription au transport, évidemment tout ce qui est lié au paiement des taxes et des impôts. Ça va être tout ce qui est accès aux prestations sociales, etc., etc. Donc aujourd'hui, le SPID, en termes de cas d'usage en Italie, il est vraiment utilisé pour tout un tas de cas d'usage dans le public et dans le privé. C'est-à-dire que vous pouvez aussi utiliser votre SPID pour faire un onboarding bancaire, pour ouvrir un compte bancaire ou, par exemple, souscrire un prêt. Ce qui est intéressant en Italie, c'est que donc ça a commencé en 2016 et en 2020, donc il y a eu deux phénomènes. Il y a eu certains cas d'usage qui ont été rendus où le SPID a été rendu obligatoire pour accéder à ces cas d'usage, et aussi il y a eu le pass vaccinal en 2020. Et donc là, en termes de déploiement, on a eu une explosion du SPID. Aujourd'hui, le SPID en Italie, c'est 40 millions de SPID qui ont été émis depuis 2016 sur une population de 58 millions d'habitants et environ 49 millions de personnes majeures. Donc on a un très fort taux on est 40 millions sur 49 millions. On a un très fort taux d'adhésion. Et depuis 2022, le SPID a été ouvert également aux mineurs. Donc il y a deux tranches d'âge, de 5 à 13 ans et de 14 à 18 ans. De 5 à 13 ans, c'est la connexion typiquement au service scolaire. Et ensuite, pour les adolescents, c'est tout ce qui est en lien notamment avec le dossier médical partagé. Donc ça permet d'accéder à son dossier médical et d'échanger des choses avec les médecins, etc., etc. Donc voilà, sur le SPID en Italie, oui, c'est un bon exemple, notamment pour anticiper ce qui pourrait se passer sur le wallet européen. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très bien déployé, sur lequel je vais reboucler sur le sujet de la fraude, mais voilà, sur lequel, ou en tout cas dans le cas nominal, on n'a pas de fraude avérée, qui, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mécanisme sur lequel il y a un business model. C'est-à-dire que ça a toujours été la problématique, je vais dire, sur ces sujets-là, notamment en France. À un moment donné, c'est qui va payer. C'est-à-dire, je fournis une identité, cette identité, je la fournis une fois, et ensuite, elle va être utilisée N fois pour différents services. Comment, moi, fournisseur d'identité, je suis rémunéré pour cette identité? Est-ce que je suis rémunéré une seule fois à l'émission ou est-ce que je suis rémunéré à l'usage? Voilà. Et il faut à un moment donné réussir à se mettre d'accord. Le SPID, ce qui est intéressant, c'est que quand vous utilisez votre SPID pour accéder à un service, donc vous devez choisir le fournisseur de votre SPID. Il y a grosso modo 10-12 fournisseurs en Italie de SPID. Le plus gros, celui qui trust 72% à peu près du marché, c'est la Poste italienne. Ensuite, il y a Namirial et ensuite, il y a une dizaine d'autres prestataires qui fournissent des SPID. Et donc là, vous choisissez votre fournisseur. Et si vous êtes identifié grâce à votre SPID, le fournisseur d'identité initiale, il touche un revenu. Et ce qui est intéressant, c'est que si le service nécessite qu'on lui transmette plus de données, donc des données personnelles type adresse, date de naissance, numéro de téléphone, email, etc. Eh bien, il y a un fee en plus à l'identification initiale. Donc, ça veut dire que c'est un écosystème au final qui est sain.
C'est-à-dire que voilà, il est sécurisé, mais chaque acteur est rémunéré au niveau de la valeur qu'il apporte. Donc ça, c'est très intéressant, et notamment quand on fait le lien avec le wallet européen, parce que quand le wallet européen est arrivé, notamment avec ce concept, donc on va en parler, mais d'identité, mais également d'attributs. C'est-à-dire que le wallet permettra aussi de prouver certains attributs. Voilà. Donc, ces attributs sont fournis par des fournisseurs d'attributs. Par exemple, un attribut, c'est… Va pas trop vite. Va pas trop vite, David, c'est la question d'après. Et je voudrais d'abord qu'on se dise, OK, donc on a le Speed en Italie, on a It's Me en Belgique, on a Bank ID, mais pourquoi c'est différent en France? Est-ce qu'on s'est trop concentré sur France Connect? Et qu'est-ce qui va changer? Bon, voilà, il y a déjà une amorce avec France Identité, mais voilà, est-ce qu'on peut faire maintenant, avant de parler du wallet, parce que finalement là on est sur le bloc identité, est-ce qu'on peut faire un point sur la France? Alors déjà, pourquoi c'est différent en France et pourquoi ça a mis autant de temps? Et qu'est-ce qui va changer là? Où on en est en termes d'identité? Alors là, je vous laisse tous les deux. Je vais dire quelques mots, mais c'est très en lien avec ce que tu disais, David, sur les business models, à mon avis. La première chose que je dirais par rapport à la France, pourquoi on n'a pas eu It's Me en France, en fait, ou Bank ID en France, ces 10-15 dernières années. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'accord entre les banques. Je dis ça parce que on a par exemple BeConnect, que j'ai rencontré, que j'ai eu le plaisir d'écouter à InCyber à Lille là, cette année. BeConnect, à ma connaissance, ça va être la première collaboration bancaire en France en lien avec l'identité. Et donc, BeConnect, en gros, qu'est-ce qu'il propose? C'est un service d'authentification basé sur un KYC récupéré auprès des banques, de plusieurs banques en France. Et une fois que j'ai récupéré ce KYC, grâce à BeConnect, en gros, je peux m'authentifier auprès de plein de sites marchands en ligne. Donc voilà, et donc ça c'est la première collaboration bancaire en lien avec l'identité en France. Et ce que BeConnect expliquait à InCyber à Lille, c'était toute la difficulté déjà de mettre d'accord des banques françaises, de partager le KYC. C'est un travail qui, selon eux, aurait duré plusieurs années. Et puis il faut trouver un business model. Comment est-ce qu'on se rémunère? Qui paye quoi? Voilà. Donc je pense que c'était peut-être la première difficulté en France. David, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter à ça. Oui, en fait, la problématique en France, c'est une problématique malheureusement de vision et de stratégie. Je vais pas faire, j'ai fait rajouter comme souvent, mais je vais voilà. Non, en fait, il y a eu il y avait un projet d'identité numérique qui était notamment le projet Alicem en 2019, je crois. Et en fait, pour faire une identité numérique, il y avait à un moment donné besoin de collecter la biométrie, donc le visage. Et quand on a dit que on allait collecter pour générer cette identité numérique, le visage des personnes dans un système informatisé, là il y a une levée de bouclier, la CNIL s'en est mêlée, voilà, et au final pour des raisons politiques c'est quelque chose qui a été abandonné parce que historiquement on va dire le fait de créer des référentiels d'identité en France c'est culturellement quelque chose qui a été qui était pas faisable à l'époque. Donc c'est aussi pour ça qu'on a perdu du temps sur ce sujet-là pour des raisons, je veux dire, politiques et culturelles. Mais maintenant avec le wallet qui arrive, là le wallet s'impose à tous les États européens. Donc là la France avait plus de choix que de se lancer, et ce qui a permis, je pense, d'aller plus vite pour France Identité. D'ailleurs moi, je suis dans ce secteur-là depuis maintenant un certain nombre d'années. J'étais un peu surpris par la vitesse à laquelle France Identité est allée. C'est-à-dire France Identité, on a très vite mis le permis de conduire, très vite mis la carte d'identité, et là maintenant la carte vitale. Voilà, au final, tout le retard qu'on avait, il est en train de se combler rapidement. En tout cas, en termes de possibilités dans le wallet France Identité. Après, en termes de déploiement, aujourd'hui, France Identité, on est environ à 2 millions de comptes créés, donc on est encore très très loin des 40 millions italiens.
Oui, et 2 millions, est-ce qu'ils sont certifiés? Parce qu'encore une fois, hein, je vous rappelle, France Identité, c'est l'application. Vous avez votre carte d'identité, électronique, mais vous devez faire valider et certifier en mairie avec prise d'empreinte. Là, cette fois-ci, hein, c'est ce que j'ai fait il y a pas longtemps et ça, voilà, ça met pas longtemps à activer, mais enfin, voilà, vous devez vous déplacer de nouveau pour être certifié et pour que ce soit valide. Voilà. Oui. C'est en lien avec ce que David évoquait à l'instant, c'est-à-dire cette certaine frilosité en France pour la vérification biométrique. En tout cas, il semblerait qu'il y ait une défiance. Enfin, on n'a pas confiance dans la vérification d'identité basée sur la biométrie. On veut du face-à-face. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut lire entre les lignes dans le PVID. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'acteurs PVID donc qui font de la vérification basée sur de la biométrie, qui ont une certification eIDAS niveau élevé. C'est juste. Oui. On ne peut atteindre qu'une certification de niveau substantiel dès lors qu'on utilise de la biométrie. Et c'est un peu, ça nous renvoie à France Identité. En fait, je dois me rendre en mairie pour obtenir une identité numérique de niveau élevé. Il faut encore du face-à-face en France et c'est quelque chose de très culturel parce que si on compare à d'autres expérimentations en Europe, ce n'est pas du tout le cas. ITSMI, depuis le début, est créé à distance et atteint un niveau eIDAS élevé. Donc c'est quelque chose de très franco-français. Alors justement, avant de et là aussi, parce qu'on va parler du wallet et de la roadmap un peu du wallet, mais comment on va injecter l'identité dans le wallet, David, Lucie? On fera du face-à-face aussi? Donc finalement, est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on ne sait pas du tout? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et ça va vraiment influencer la valeur de cette identité numérique, sa force. Et David, je ne sais pas si tu sais, mais est-ce que ça va être harmonisé au niveau européen, la façon dont on peut injecter l'identité dans le wallet? Alors oui, je pense que oui, justement, parce que c'est une des forces, on va dire, du wallet européen, c'est que donc le wallet européen vient avec la révision de eIDAS, donc c'est eIDAS V2, et dans eIDAS V1, il y avait autour de cette question de l'identification à distance un flou. Notamment, j'en parle souvent quand j'en parle, c'est de dire il y avait cette phrase de l'identification équivalente au face-à-face. Et personne ne savait ce que ça voulait dire équivalent face à face. Voilà. Et donc, notamment, on avait eu des discussions, notamment avec l'ANSSI, sur ces questions-là. C'est que, voilà, à l'époque, il n'y avait pas le PLEVID, il n'y avait pas les normes, notamment ETSI, autour de la vidéo-identification. Et donc, chacun pouvait interpréter ça comme il voulait. Donc, il y a des pays qui ont été plus compréhensifs que d'autres, on va dire comme ça, notamment par exemple l'Italie, et des pays qui étaient beaucoup plus difficiles que d'autres, comme la France et l'Allemagne. Donc, pour initier une identité dans le cadre eIDAS V1, c'était compliqué parce qu'on ne savait pas trop ce que voulait dire identification en face à face. eIDAS V2, là, on a un cadre réglementaire qui est beaucoup plus complet, notamment avec des normes techniques qui vont vraiment décrire précisément en fonction des cas d'usage, en fonction du niveau de l'identité, parce que au final, on n'a pas qu'une seule identité. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'une seule identité dans un wallet. On a évidemment notre identité régalienne, celle qui est là pour prouver qui je suis auprès de l'État. Mais c'est pas la même identité que celle qui sert à prouver qui je suis auprès de mon club de sport, par exemple, ou auprès de n'importe quel autre organisme public ou privé. Donc, en fonction de ces différents cas d'usage, il y aura des niveaux d'identité qui seront différents. Et donc, l'initialisation du wallet, donc comment j'injecte dans mon wallet mes informations d'identité, globalement, elle va se faire, par exemple, si on reprend le cas d'usage du SPID, le SPID, on a 3 niveaux et on a un premier niveau qui est le face-à-face. Donc voilà, je me déplace en bureau de poste ou en mairie et je fais un KYC et donc j'ai mon SPID, voilà. Il y a la vidéo-identification qui est là. Alors, généralement, c'est une vidéo d'identification qui est synchrone. C'est je suis en ligne avec un opérateur qui me voit, qui me parle, qui me demande de lui présenter son document, voilà, et qui fait toute une série de contrôles
pour à la fin dire oui, bah, la personne que j'avais en face de moi, c'est bien cette personne-là, c'est bien la détentrice du titre, et le titre qui m'a été présenté est bien un titre authentique. Et le troisième niveau, c'est via la lecture de la puce. Donc notamment sur la nouvelle carte d'identité italienne, enfin la CIE, qui est l'équivalent de la nouvelle carte française, il y a aussi une lecture de la puce. Mais on a le même double niveau, c'est-à-dire que le face-à-face amène un niveau, on va dire, certifié, ou un niveau élevé, et tout ce qui se fait à distance va amener un niveau, là justement dans le cadre de IDAS-V2, il y a pour le speed, il y a un parcours, on va dire, qui est prévu pour passer d'un niveau substantiel au niveau élevé, mais on a aussi ce double niveau. Donc, donc il y aura toujours la même problématique. Je pense que le face-à-face restera toujours prioritaire, ou en tout cas privilégié pour délivrer des niveaux certifiés, et les autres cas d'usage à distance seront sur des niveaux de sécurité inférieurs, on va dire comme ça. Mais pas forcément, ça ne veut pas dire que c'est des niveaux de sécurité faibles, c'est simplement que, voilà, après c'est une question de gestion de risque, voilà, ça couvrira quand même un très grand nombre de cas d'usage. Et donc, alors, si on rappelle la roadmap du wallet, donc la fourniture obligatoire d'un wallet à partir de l'année prochaine, novembre 2027, si j'ai bien lu, pour les banques et les géants du e-commerce, qui seront obligés d'accepter les wallets, et puis ensuite, enfin, qui sont obligés d'accepter l'identification par ce biais, et puis les services publics par la suite. C'est ça? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est les services publics d'abord. C'est ça, exactement. Ouais, d'accord. Exactement. D'accord. Et donc, ce qui veut dire que ce wallet, avec l'identité numérique dedans, certifié, et tu parlais tout à l'heure d'attributs, qu'est-ce que ça permettra et qu'est-ce qu'on pourra finalement partager de manière, et si j'ai bien compris, de manière aussi sélectionnée. On pourra choisir ce qu'on partage. C'est ça aussi qui est important. Alors, je vous laisse. Ouais. Je vais démarrer. Donc effectivement, c'est l'intérêt principal du wallet. Donc le wallet va être là comme un conteneur de l'identité. Donc il permettra de prouver son identité pour différents services, donc comme voilà, des services publics ou des services privés, mais il permettra aussi et surtout, on va dire, la présentation d'attributs. Donc, par exemple, voilà, pour donner quelque chose de très très concret, lorsque vous allez vouloir faire ouvrir un compte bancaire, par exemple avec votre wallet, vous allez aller sur le site de la banque. Vous allez vous dire, je veux ouvrir un compte bancaire. La banque va vous dire, très bien, identifiez-vous avec votre wallet. Vous allez recevoir une notification sur votre wallet, ou alors la banque va présenter un QR code que vous allez scanner avec votre wallet. Ça va directement via voilà, tout le framework technique autour du wallet, et notamment toutes les API qui permettent l'interopérabilité des différents acteurs, directement envoyer une requête entre la banque et votre wallet d'identification pour prouver votre identité, et ça va envoyer des requêtes pour partager des attributs. Donc la banque va pouvoir demander typiquement est-ce que vous êtes majeur, votre adresse, parce que quand on parle d'attributs, c'est aussi au-delà des attributs, c'est des qualités. C'est-à-dire que, par exemple, si pour accéder à un site, la question c'est est-ce que je suis majeur ou pas, j'ai pas besoin de partager ma date de naissance. Simplement, j'ai besoin que le wallet réponde à la question est-ce que je suis majeur ou pas. Ce qui est en termes de contrôle de données encore plus fin que d'autoriser ou pas à partager sa date de naissance. Donc le wallet est vraiment construit dans cet esprit-là de redonner aux citoyens le contrôle de sa donnée. Et donc dans un process comme ça d'onboarding bancaire, la banque va faire la liste des attributs dont elle a besoin, envoyer cette liste au wallet. Et le wallet, l'utilisateur verra un écran qui lui dira, voilà, la banque A demande que vous partagiez telle information, telle information, telle information. Est-ce que vous acceptez? Là, vous direz oui. Et automatiquement, la banque recevra ces informations d'une source qui sera fiable, parce que le wallet est lui-même connecté, par exemple pour l'adresse, potentiellement
à votre fournisseur d'énergie, pour vos revenus directement à la DGFiP, ce sera sans doute la DGFiP. Et donc, la banque aura, sans demander de pièces supplémentaires, sans demander de documents supplémentaires à analyser, etc., aura accès à toutes les données dont elle a besoin pour faire un KYC bancaire et ouvrir un compte bancaire instantanément et sous le contrôle de l'utilisateur. D'autres choses à ajouter, Lucie? Non, pas vraiment. C'est plutôt complet. D'autant qu'il nous reste que 5 minutes. Alors donc, ça c'est super chouette. Et surtout, ce qui me semble intéressant, c'est que ça va apporter une expérience utilisateur. Là, je parle vraiment de l'autre côté du miroir, vraiment amélioré quand même par rapport à tout ce qu'on a à faire aujourd'hui pour s'onboarder, etc. Et ça, c'est vraiment un gros avantage, par exemple, par rapport au parcours Pvide, même si certains sont plutôt pas mal, mais enfin, je pense qu'il y a un taux d'abandon qui est pas négligeable parce que soit on n'y arrive pas, soit c'est compliqué, soit ça marche pas, enfin, etc. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez en termes d'expérience utilisateur? C'est toujours c'est toujours difficile de concilier ça, cette expérience utilisateur, cette protection, cette sécurité. Et là, je pense qu'on arrive à quelque chose qui est vraiment intéressant et efficace. Ouais, complètement. Complètement. Je pense que la grande question, c'est est-ce que les utilisateurs se rendront, par exemple, en mairie pour faire certifier leur wallet. Et une fois que le wallet est certifié, oui, l'expérience utilisateur sera bien plus avantageuse que sous un Pvide, par exemple. Oui. Après, voilà, voilà, la question de l'adoption, ça va être un vrai sujet. Après, c'est sûr que d'un point de vue utilisateur, une fois qu'on aura fait cette démarche d'avoir son identité numérique, les cas d'usage et les expériences clients vont être très très simples, comme je disais tout à l'heure. Là, le cas d'un onboarding bancaire, ça va être scanner un QR code et appuyer sur un bouton. Là où aujourd'hui, nous, c'est un de nos cœurs de métier, même si on essaie d'avoir les parcours les plus fluides et les meilleurs possibles, ça reste quand même, je dois remplir un formulaire, donc je dois saisir toutes mes informations personnelles. Ensuite, je dois m'identifier, alors quel que soit le moyen d'identification, que ce soit via une connexion speed, via un face match, donc la collecte du document plus de la biométrie. Donc ça m'oblige à avoir à ne serait-ce que déjà aller chercher mon document dans mon portefeuille, etc. Ensuite, on va me demander pour justifier de mes revenus, de mon adresse, de soumettre mes 3 derniers bulletins de salaire, de soumettre ma dernière facture d'électricité, etc., pour à la fin devoir attendre que toutes ces informations soient vérifiées, même si elles le sont aujourd'hui rapidement, mais devoir attendre et pour enfin avoir une décision et la création de mon compte bancaire. Là, dans le cadre du wallet, on va avoir des parcours clients qui seront beaucoup plus simples et plus sécurisés également. On reboucle avec le sujet initial. C'est vrai que là, voilà, si on reprend le parcours que je viens de décrire, des possibilités de fraude, il y en a plusieurs, des possibilités d'attaque. Et là, dans le cadre d'un wallet bien conçu et d'un écosystème sain, il y aura au final une surface d'attaque qui sera très faible par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Alors justement, j'étais en train de me demander, parce que dans tous les tests qui ont été faits en ligne, vous savez, vous avez vu que sur les différents consortiums qui travaillent sur les différents cas d'usage, il y a des tests qui sont offerts à tout le monde. Hein. Vous pouvez télécharger l'application, un wallet. On vous propose le QR code pour un onboarding dans un hôtel en Espagne ou un billet d'avion, etc. Mais c'est un QR code. Finalement, est-ce qu'il ne sera pas possible aussi d'être hacké via un faux QR code? Parce que je me suis demandé à un moment, je me disais, bon, c'est un QR code, ok, c'est super. Ça permet je clique le truc, ça envoie les informations. Je suis automatiquement soit enregistré sur le vol, soit booké à l'hôtel. Tout est parfait. Mais le QR code, c'est facile de générer un QR code, non? Enfin, je sais pas. Alors, ce QR code, il contient des informations qui sont signées et qui peuvent être signées électroniquement et qui peuvent être vérifiées justement par le lecteur du QR code, donc par le wallet, pour s'assurer que justement la source du QR code, elle est fiable.
Donc il y aura de ce point de vue-là. Donc alors je dis pas que c'est complètement inattaquable, mais il y a quand même déjà des sécurités intégrées dans tous les mécaniques autour de parcours avec des QR codes qui permettent justement d'éviter que si voilà un attaquant était capable d'injecter dans une page son propre QR code, que le wallet discute avec son service à lui plutôt qu'avec le service bancaire avec lequel je suis censé. Voilà, typiquement dans le QR code, il y aura l'identité de la banque, enfin voilà, ce qui permet de l'identifier et ce qui sera signé, et donc ce qui sera impossible à falsifier pour un fraudeur. D'accord. Bah, finalement, je me dis que cet épisode Covid, ça a peut-être qui a popularisé le QR code, ça a peut-être aussi ouvert la porte à ce nouveau moyen d'échanger de l'information qu'on n'avait jamais expérimenté vraiment auparavant. Enfin voilà, c'est juste une réflexion, hein. En tout cas, écoutez, on va finalement se retrouver dans un an, parce que finalement, on va devoir laisser la place à Fabien. On va se retrouver dans un an pour voir finalement comment ça a évolué tout ça. Donc là, je vous donne rendez-vous à tous les deux, ce serait bien. Et puis, alors, avant de se quitter, Lucie, on se retrouvera sur l'Identity Week, c'est ça, à Amsterdam le 17 juin. Et Inverid sera là. D'ailleurs aussi Namirial, je pense, David. Donc, si vous allez à Amsterdam, passez sur les stands de Namirial et d'Inverid. Et puis, écoutez, je vous dis merci. C'était trop court, 10 fois trop court pour parler de tout ça, toujours. Mais c'était un plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis à bientôt. Et je laisse la place à Fabien. Merci à vous deux. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.